Oui, je traite des sujets difficiles, mais parce que la vie est difficile. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est comme ça. Remède au désespoir, non. Remède à la tristesse, oui. Mais je crois que beaucoup de nos tristesses sont liées au fait que justement on espère tellement de choses qu'on finit par être déçu par la vie telle qu'elle est. Moi, je crois au contraire qu'il faut accepter la vie telle qu'elle est, l'aimer telle qu'elle est quand on en est capable, y compris dans ce qu'elle a de désespérant. Voilà, moi, je crois qu'il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine et qu'il faut l'accepter joyeusement. Donc, ça n'est pas un remède au désespoir, c'est une façon de transformer le désespoir en joie, voire le désespoir en bonheur. Moi, je ne recommande pas l'épicurisme. L'épicurisme est une très grande philosophie, mais effectivement liée à une époque qui n'est plus la nôtre. Mais c'est vrai qu'Épicure m'inspire, mais comme Montaigne, comme Spinoza, comme d'autres auteurs. Mais peut-être qu'en effet, l'épicurisme a quelque chose de particulier à nous apprendre, c'est que c'est le contraire d'un consumérisme. J'entends par là qu'Épicure, en bon hédoniste, fait du plaisir le souverain bien, c'est ça l'hédonisme, mais comprend très vite que pour jouir le plus possible, il ne s'agit pas de multiplier indéfiniment les objets de plaisir. Ce n'est pas en augmentant indéfiniment la consommation qu'on jouira davantage ou qu'on sera plus heureux. Il s'agit au contraire de jouir le plus possible de bien le plus réduit possible afin de n'en être pas privé. Autrement dit, si pour être heureux, vous avez besoin de manger du caviar et de boire de grands vins, vous êtes mal parti parce que c'est difficile d'avoir du caviar, du vin, le moindre souci peut vous en priver. Pardon. Si au contraire, pour être heureux, il suffit que vous mangiez à votre faim, y compris des mets très simples, du pain, du poisson les bons jours, et que vous buviez de l'eau, alors là, vous avez toute chance de pouvoir être heureux. Et si jamais un jour vous manquez de pain et d'eau, vous mourrez. Ce n'est pas grave puisque la mort n'est rien. Voilà. Et donc, l'épicurisme, c'est le paradoxe d'un hédonisme ascétique. Hédoniste parce qu'il fait du plaisir le souverain bien, mais ascétique parce qu'il apprend à jouir le plus possible de biens extrêmement simples, extrêmement réduits. Et donc, il correspond parfaitement à notre époque, à la fois dans ses excès, la société de consommation, le toujours plus, et aussi dans ses exigences qu'on appelle désormais la sobriété. Voilà, je crois que pour contribuer à échapper à la catastrophe planétaire qui s'annonce autour du dérèglement climatique, pour faire vite, nous avons besoin de sobriété et que de ce point de vue, Épicure est un maître de sobriété, mais de sobriété heureuse, joyeuse, jouissive. C'est ça au fond, cet hédonisme ascétique, ayons la sobriété jouissive. Moi, je ne crois pas que la philosophie doive guider l'action publique. D'abord, personne ne doit guider l'action publique. C'est à chacun de réfléchir et puis à chacun d'être philosophe. Non, par contre, que la philosophie ou les philosophes peuvent apporter, c'est un peu plus de recul, un peu plus de réflexion, un détour salutaire par l'abstraction, parce qu'on en a besoin aussi. Voilà, je n'attends pas de miracle de la philosophie, je ne suis pas un partisan du philosophe roi à la façon de Platon, mais je crois que toute société a besoin de philosophie, parce que toute société a besoin de réflexion. Voilà, et que la philosophie, c'est sans doute la réflexion la plus générale, la plus abstraite, et donc en un sens la plus nécessaire. C'est bien qu'il y a les sciences qui sont infiniment précieuses et beaucoup plus solides, beaucoup plus sûres que quelque philosophie que ce soit, mais nous sommes aussi confrontés à 1000 problèmes auxquels aucune science ne peut répondre, auxquels aucune science ne répondra jamais. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que le bonheur? Comment vivre simplement? Voilà. À la question comment vivre, qui est sans doute la question principale, eh bien, la biologie, qui est la science de la vie, ne répondra jamais. Elle ne peut même pas se poser cette question. Si bien que c'est une question philosophique, c'est à chacun d'inventer sa réponse, mais on y parvient mieux en lisant les grands philosophes du passé, éventuellement les philosophes du présent. C'est vrai pour chaque individu, mais c'est vrai aussi pour la collectivité, pour le peuple que nous formons. Donc n'attendons pas de miracle de la philosophie, c'est pas elle qui va résoudre les problèmes politiques, socio-économiques, écologiques auxquels nous sommes confrontés, mais si elle nous aide à y réfléchir un peu mieux,
avec un peu plus de raison, un peu moins de passion, surtout moins de haine, de colère, d'agressivité, eh bien la philosophie n'aura pas été inutile. Moi, je me suis félicité pendant tous ces mois de la crise sanitaire de n'être pas au pouvoir, précisément. Et le paradoxe, au fond, c'est qu'à un moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Macron? Et honnêtement, j'étais à deux doigts de me dire, finalement, j'aurais fait la même chose, j'aurais confiné. Quand bien même ce confinement, surtout le premier, le plus rigoureux, me laissait perplexe et même au fond réticent. J'ai toujours dit qu'il fallait le respecter. Je l'ai moi-même respecté scrupuleusement parce que je suis un républicain. Moi, je obéis à la loi de mon pays. Mais je trouvais que la peur de la Covid était exagérée, que le confinement, du moins certaines mesures du confinement, étaient exagérément répressives et infantilisantes. Donc j'aurais souhaité un confinement plus souple, comme en Allemagne, comme en Suisse, où les gens parlent d'un demi-confinement, voire pas de confinement du tout, mais des mesures de distanciation sociale, de télétravail, comme ça a été le cas en Suède, en Corée du Sud aussi, même me semble-t-il. Mais bon, ce n'était pas à moi d'en décider. J'étais très content de ne pas être au pouvoir à ce moment-là, comme à tout autre moment. Donc j'ai ajouté mon grain de sel, si j'ose dire. J'ai fait état de ma perplexité, de mon inquiétude, l'inquiétude étant essentiellement sur deux points. Un, je craignais qu'on sacrifie l'amour de la vie à la peur de la mort, ce qui est un très très mauvais choix. Deux, je craignais qu'on sacrifie les jeunes générations à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents, ce qui me paraissait à nouveau un mauvais choix.